Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce 19e épisode de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Guy Lachapelle. Guy Lachapelle n'a pas vraiment besoin de présentation, mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, est politologue, professeur au département de sciences politiques de l'Université Concordia. Il a été secrétaire général de l'Association internationale de sciences politiques de 2000 à 2020. Il est également auteur et plutôt directeur de nombreux ouvrages, dont Le destin américain du Québec, que nous aborderons aujourd'hui. Alors, Monsieur Lachapelle, bonjour et bienvenue d'être à l'émission. Merci d'être là. Merci beaucoup de l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Alors, on a plusieurs blocs là, à cette conversation aujourd'hui. La première chose qui a attiré mon attention et qui a justifié que je vous invite aujourd'hui, c'est un article, dans le fond, dans le Courrier international qui est paru et qui abordait plusieurs choses, dont un sondage léger, entre autres, là, sur l'américanité du Québec. Et aussi, il faisait mention d'une étude... en fait, puis vous pourrez nous en dire davantage pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui a l'air de ça, finalement. C'est une carte des valeurs du monde et sur laquelle le Québec se retrouvait plutôt du côté de l'Europe protestante. Donc, ça a piqué ma curiosité, puis j'avais envie de vous entendre là-dessus. Peut-être nous expliquer c'est quoi cette carte culturelle et puis nous dire comment ça s'explique qu'on se retrouve là, finalement. L'article a été publié dans Le Devoir aussi et repris par Courrier international. Oui. Donc, on a eu des beaux débats, puis il y a eu beaucoup de réactions aussi dans Le Devoir des lecteurs du Devoir. Le projet, en fait, de faire une carte culturelle, c'est un projet qui existe depuis le début des années 70. Ça a commencé par le European Value Survey, une carte européenne. Donc, Welzel et d'autres, collègues allemands, néerlandais et autres, se sont mis à dire, il faudrait peut-être étudier les valeurs. On est début des années 70. Il faut se rappeler que c'est au lendemain aussi de la contre-culture aux États-Unis. On parlait de changement de valeurs aussi dans les années 60. Donc, il y avait un groupe de chercheurs qui se sont dit, on va faire pour l'Europe. À ça, s'est greffé après un Américain, Ronald Engelhardt, qui est professeur au Michigan, a décidé lui aussi de dire on devrait l'étendre davantage et trouver une façon de mieux cerner ces changements de valeur. Et donc, à partir de 81, l'étude est devenue beaucoup plus internationale. Elle est sortie de l'Europe, donc on pouvait comparer par les régions un peu partout dans le monde et ajouter le nombre à chaque fois de nouveaux pays ou de nouvelles régions parfois. Donc, au fil des ans, l'idée du World Value Survey, c'est à tous les 5 ans, c'est de prendre une image de quelle est l'évolution des valeurs. Et ce qui a amené dans les 81-86, Engelhardt a publié un ouvrage qui s'appelle Culture Shift, le changement de culture. Donc, son objectif, c'était de voir s'il n'y avait pas une évolution des tendances. On parlait beaucoup d'environnement aussi au début des années 80. Donc, voir si les valeurs, il appelait ça des valeurs postmodernes. Donc, plus grande participation des citoyens, société du loisir éventuellement, des valeurs aussi communautaires plus importantes et aussi l'environnement, que les gens vont s'intéresser davantage à l'environnement. Donc, à partir de cette idée-là, Engelhardt a développé ce qui est le World Value Survey. Et au fil des années, plusieurs pays se sont ajoutés et ont participé à cette enquête-là, qui nous permet de comparer. C'est pas évident de comparer sur des valeurs culturelles d'un pays ou d'une région à l'autre, mais il a trouvé quelques grandes tendances. Il n'était pas le seul d'ailleurs. Il y avait d'autres chercheurs aussi européens qui ont essayé de développer. Il existe d'autres grilles, mais qui sont à peu près semblables et qui ont le même objectif. Donc, c'est un peu l'objectif de cette enquête-là. Donc, c'est un questionnaire standardisé qui est le même partout dans tous les pays, avec quelques modifications selon certaines régions. Et donc, au Canada, on l'avait pas fait depuis 2005. Et donc, moi, j'ai dit et Ronald était membre de l'Association internationale de sciences politiques. Donc, avec Ronald, j'ai dit, j'aimerais ça le refaire pour le Canada. Puis je lui ai dit, quand j'aurai terminé mon mandat comme secrétaire de l'association, je le ferai. Et ce qui est arrivé, c'est qu'en 2000, j'ai décidé de le faire et je l'ai refait là en décembre dernier. Donc, les données qu'on a actuellement, c'est un agrégat de l'ensemble des pays qui ont participé de 2017
jusqu'à 2022. La COVID a un peu ralenti la cueillette d'informations, mais ça résume bien cette carte-là, la situation culturelle. J'ai pu comparer les données du Québec, du Canada avec d'autres, mais donc ça n'a pas changé énormément. La COVID a été un intermède, là, mais la grande différence que j'ai ajoutée, c'est que je l'ai fait régionalement au Canada. J'ai ajouté les régions. Et parce que j'avais un intérêt, évidemment, pour le Québec, c'est ma patrie, donc il fallait qu'on regarde où se situait le Québec par rapport aux autres régions. On dit toujours le Québec est différent du Canada, ses valeurs sont différentes, mais là, j'ai pu le documenter, présenter. Je suis un comparativiste de nature. J'aime comparer. Donc, mes travaux, que ce soit sur l'américanité ou autre, même ma thèse doctorat, c'était des comparaisons entre les provinces canadiennes sur leurs dépenses budgétaires pour comprendre un peu leur choix politique. Donc, il y a une filiation, je dirais, dans ma carrière sur l'intérêt de comparer et de faire des études comparées. Donc, je te donne une longue réponse à une petite question, mais qui est quand même, qui situe un peu le débat, là, où est-ce qu'on est dans la notion de valeur et de culture. Tout à fait. Puis, pouvez-vous rapidement nous expliquer les différents axes de cette enquête, peut-être dans le détail des valeurs qui sont sondées? C'est une grande enquête. Il y a plus de 260 questions. Ouf. Fait que c'est énorme. Ce que la carte nous montre, là, ce que vous avez montré, c'est essentiellement les valeurs traditionnelles versus les valeurs séculaires. Et de l'autre côté, un peu l'ensemble des changements là, qu'on voit, l'expression. La notion de survie est importante. Il met survie versus expression. Pour Engelhardt et d'autres, la sécurité économique, par exemple. La sécurité sont un élément important des cultures. Donc, les gens vont réagir en fonction de la situation économique et en fonction aussi de leurs valeurs traditionnelles. La définition de valeur, peut-être qu'on devrait commencer, on aurait peut-être dû commencer par ça. Le mot est assez galvaudé, mais je dirais, dans les sciences sociales, que ce soit en éducation. Puis dans les années 60, c'était beaucoup lié à l'éducation. On parlait de valeurs qui amènent des attitudes et qui vont amener des changements de comportement ou des politiques publiques différentes. Donc, c'est un peu cette filiation-là, valeurs, attitudes, comportement, qui était à l'origine un peu de cette idée d'avoir deux axes. Et donc, on peut retrouver un enjeu comme la laïcité, par exemple, dans certains pays. C'est la place, évidemment, de la religion, comment ça a évolué. On dit religion, mais il faudrait dire religiosité aussi. C'est pas juste une question d'institution religieuse, c'est aussi la place des valeurs morales, sociales à l'intérieur d'une société. Donc, l'axe, c'est un peu ça. Ça résume un peu les deux, et c'est basé, ce graphique-là, sur une douzaine de questions là qui sont posées, dont des questions qui portent sur l'immigration, par exemple, qui font partie de cet index, là, de cet indice sur les valeurs dont on peut comparer avec d'autres pays. Donc, la valeur intrinsèque de ça, ce que je trouve intéressant, c'est on peut se situer, on peut se dire, bon, où est-ce qu'on est? C'est pas une question de normative, là, ce qui est meilleur, ce qui est moins bon, mais c'est sûr que c'est mis dans un contexte international selon les régions et ça traduit assez bien depuis le début, en bonne partie. Ça donne une image. Je dirais, c'est un peu la base pour après fouiller davantage et comprendre davantage chacune des régions selon soit des intérêts, soit des éléments culturels ou des éléments économiques là, particuliers. Puis je vous entendais parler de sociétés distinctes. Est-ce que ça s'est avéré, justement, que le Québec était distinct, finalement, des autres régions là, que vous avez sondées sur la carte? Donc, il y a une différence qui ressortait là. Oui, je pense que c'est ça qui était... pour moi, c'était pas une surprise. On le savait depuis des années que le Québec est un État social-démocrate. Des enjeux comme l'égalité homme-femme, par exemple. Le Québec a toujours été en avance sur ça. Des politiques comme... on parle souvent des garderies, mais le rôle de l'État aussi en même temps, pour un État francophone en Amérique du Nord, c'était que ça a toujours été un défi puis qu'il faut relever. Là, et encore aujourd'hui, c'est toujours un enjeu important, notre identité culturelle, nos valeurs.
Donc, mais ce qui est différent, en fait, ce qu'on savait, il y a eu beaucoup de bouquins écrits sur la social-démocratie québécoise. Au début des années 80, on comparait souvent le Québec aux pays nordiques pour les questions de valeurs sociales, d'égalité, de choix de gouvernement, d'opportunités aussi sur le plan économique et la place de l'État pour accompagner en tout cas les entreprises au Québec et aussi créer un tissu social là, assez commun. Donc, une société égalitaire, c'est pour ça qu'on n'est pas très surpris quand j'ai fait l'étude de voir que le Québec se retrouve à côté de l'Allemagne. C'est pas nouveau à côté de l'Allemagne, mais surtout à côté des pays scandinaves. Donc, on se retrouve dans cet amalgame de pays qui ont des défis encore comme les nôtres aujourd'hui, mais qui mettent de l'avant beaucoup les valeurs communautaires. L'individualisme libéral, oui, mais en même temps, de trouver un équilibre, là, je dirais, avec le bien commun. Avec le bien commun, puis avec les politiques publiques qu'on peut mettre de l'avant. Évidemment, le Québec se retrouve, et ça, c'est un peu la surprise parfois, c'est qu'il se retrouve dans des pays protestants, anglo-protestants ou autres, pas nécessairement anglo, mais c'est l'Europe protestante du Nord, alors que le Canada, lui, se retrouve, le reste du Canada, avec des pays catholiques, plus dans les pays du Commonwealth. Donc, il y a une espèce je dirais, c'est un peu un clin d'œil de dire, le Québec, qu'on décrit souvent encore, et on a tort de dire, il y a un relent de catholicisme. Le vieux fond catholique. Vieux fond. Oui. Mais c'est dépassé, ça, depuis 40 ans. J'essaie de l'exprimer de différentes façons, parfois, de voir que, même à travers notre lien nord-américain, on reste... Et c'est les Européens qui nous disent souvent, les Français viennent, mais vous êtes des Nord-Américains. Oui, mais on est des Nord-Américains francophones. C'est une grande différence là, entre être Nord-Américain. Le parallèle qu'on peut faire aussi, peut-être, c'est avec la construction de l'Europe. C'est pour ça que les collègues, début des années 70, en Europe, essayaient de comprendre les changements de valeur face à une Europe qui se construisait à partir des années 60. Puis c'est le 9 mai 1950, le Schuman a proposé une union là, du charbon et de l'acier, les premiers balbutiements du marché commun européen. Ça a pris du temps. Donc, on est là 70 ans après. Mais dans les 20 premières années, on s'est dit, bon, comment ça va affecter l'idée européenne, par exemple? Donc, en Europe, on parle, c'est un peu, avec mes collègues, je disais... On voyait que l'idée européenne montait. Il y a eu des échecs, là. Maastricht, des référendums où tout le monde n'a pas adhéré au projet européen. Il y a encore des questions, il y a encore des grandes discussions, mais il y a des institutions communes. Il y a eu un effort de fait et quand on regarde dans nos enquêtes, là, l'idée européenne, les gens se disent souvent plus européens en Europe que leur identité nationale. Ah oui. Donc ça, c'est aussi intéressant. Les gens parlaient d'un déclin du nationalisme début des années 80, 90. Les gens se disent plus européens que français, par exemple. C'est dépendant des périodes. Mais ça fluctue aussi dans le temps selon les conjonctures. Mais globalement, l'idée européenne a germé, a grandi à cause des institutions. Donc, dans le cadre nord-américain, nous, il y a eu un événement que je pense important, c'était le libre-échange. Le traité de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Finalement, l'idée qu'on se disait, bon, comment est-ce que ça va changer les perceptions, les mentalités? Est-ce qu'on va assister au même phénomène qu'en Europe? Et de fait, on sent qu'on est de plus en plus nord-américain. Dès qu'on a commencé à le mesurer, à regarder, les gens se sont dit, oui, on est des nord-américains. Finalement, on n'est pas des Européens. On vit en Amérique du Nord. Donc, nos modes de vie, nos valeurs aussi sont un reflet aussi de notre contexte. Je pense aux valeurs libérales ou autres du contexte nord-américain. Mais il y a des différences, évidemment, entre les États-Unis, le Canada, le Mexique, là. Oui. Mais elles sont évidentes. Oui. Mais ça reste un élément de la construction, je dirais, de cette identité. Bien, je pense que ça fait une belle transition vers un livre qui date de 2011, mais qui est étonnamment encore vraiment pertinent, surtout à l'aube de ce qui se trame en ce moment. Peut-être que vous seriez tenté peut-être même de le rééditer ou de le complémenter parce que je pense, en fait, c'est intéressant. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, le titre, c'est « Le destin américain du Québec ». Et le sous-titre est intéressant aussi, « Américanité, américanisation,
et anti-américanisme. Peut-être, avant de commencer, justement, faisons les choses comme il faut, peut-être qu'on pourrait se pencher sur ces 3 termes et les distinguer tout de suite pour qu'on clarifie les choses. Disons que cet ouvrage-là, c'est aussi la suite de discussions avec des collègues. Le concept d'américanité a toujours été présent dans notre histoire. On pourrait remonter aux Patriotes, là, dans le temps de Papineau, Dorion et autres, parlaient de notre lien nord-américain. Et face à je dirais, le rôle des institutions fédérales sur le Québec, certains se sont posé la question, est-ce qu'on serait mieux avec les États-Unis ou pas? C'est un débat qui est assez clos, je dirais. Il n'y a jamais été question vraiment, même si Papineau se disait peut-être qu'on serait mieux avec les États-Unis. Il faut se rappeler que les Américains avaient fait une offre au Québec, ce qu'on appelait the Province of Quebec, de joindre la Révolution américaine. Et ça, il y a un livre de Pierre Monette aussi qui démontre bien que la population générale c'était pas une question de joindre, mais était sensible et intéressée aux grands principes révolutionnaires. La liberté, l'égalité, les idées de fraternité aussi dans le contexte français. Ça rejoint les gens. Et les institutions aussi, je crois. Et les institutions aussi. Donc, se doter d'institutions capables... Donc, l'américanité, pour reprendre la définition de mon collègue Yvan Lamonde, c'est une prise de conscience, finalement, que l'on vit en Amérique du Nord, à différents niveaux, que ce soit dans nos biens de consommation qu'on achète, que dans notre façon de voir, de penser le monde. On est à côté du plus grand... On a la plus grande frontière entre deux pays, entre les États-Unis et le Canada. On a participé grandement aussi à l'histoire américaine. On l'oublie, là. J'ai un collègue, là, de David Vermette, qui vient de faire un bouquin qui s'appelle « Une race d'étrangers ». Le récit méconnu des Franco-Américains, des livres comme Vermette et d'autres, et mes collègues, et c'est un peu ça le but d'avoir fait ce bouquin-là, et de parler d'américanité. Les collègues américains se disent, on a besoin du Québec, les Franco-Américains, ceux qui enseignent des programmes d'études sur le Québec et autres aux États-Unis, ils se disent, il faut que le Québec est un reflet, c'est un modèle aussi pour voir un peu l'importance que le français a eu en Amérique. Les Américains ont même pensé de faire du français la langue officielle des États-Unis sous Washington. Qu'on pourrait faire toute la présence francophone. On a un peu occulté ça. Donc, l'idée de refaire un bouquin avec un titre Le destin américain, en fait, c'est un pied de nez aussi à l'idée américaine, là, l'American Destiny, là, qu'on dit, qui était cette idée de... donc, le Québec aussi a un destin américain d'un certain sens. Donc, américanité, c'est notre acceptation qui n'est pas toujours claire pour tout le monde, mais qu'on vit en Amérique du Nord et qu'on doit faire en sorte, et on le voit de notre commerce principalement avec les États-Unis, donc et on voit les soubresauts actuellement, donc il faut réfléchir à ça. L'anti-américanisme, c'est un peu le contrepoids de l'américanité. Il y a eu un fort mouvement anti-américain à différentes époques, il y en a toujours eu. J'ai un bouquin qui date des années 30 qui s'intitule L'anti-américanisme. C'était des pères au bloc qui écrivaient ce petit opuscule qui disait tout simplement « Faites attention à la culture américaine. Le jazz, c'est la musique du démon. » Fait qu'on disait, on voulait prévenir les gens en disant « Faites attention. » Et l'anti-américanisme a souvent été perçu à cause du mercantilisme américain, des idées protestantes. Et le clergé jouait une espèce d'antagonie entre le catholicisme versus le protestantisme. Et que le protestantisme, finalement, c'est peut-être pas la meilleure chose. Donc, durant plusieurs... l'anti-américanisme a pris des différentes formes, d'abord religieux, mais par la suite, c'était surtout la puissance économique, les inégalités sociales aussi qu'on a critiquées beaucoup aux États-Unis. Sont toutes vraies. L'impérialisme culturel. L'impérialisme culturel aussi, un peu partout dans le monde, et beaucoup plus au Canada anglais qu'au Québec. Au Québec, on se sent moins menacé par la culture américaine. Dans les sondages qu'on fait, le Canada anglais, beaucoup plus, ils écoutent la télé américaine, ils ont accès aux médias. Nous, on a quand même
on a un choix, disons, on a nos médias d'information. Et ça, c'est important là, d'avoir notre propre culture, nos propres postes de télévision, radio, etc. Donc, et notre culture, que ce soit sur le plan musical ou autre, là, on a développé une culture à nous. C'est la différence. L'anti-américanisme a aussi fait partie du discours politique de Pierre Trudeau. En disant dans les années 60-70 que le Canada la réponse, il fallait que le Canada soit différent des États-Unis. Fait que quand on demandait à un Canadien qu'est-ce qui différencie le Canada des États-Unis, c'est nos programmes sociaux, c'est nos programmes de santé, etc. Donc, la définition du Canada comme nation, c'est toujours faite par rapport aux États-Unis, surtout au Canada anglais. Au Québec, on n'avait pas besoin de ça, étant donné qu'on a déjà un passé historique différent et une culture. L'américanisation, c'est vraiment l'effet des médias, par exemple, sur la culture. Ça, c'est plus particulier. Est-ce qu'on s'américanise dans la façon de vivre? Il y en a qui voient ça positivement, négativement. C'est pour ça que je vous disais, mon diagnostic, en fait, pour moi, c'est ces 3 éléments qui font partie de la définition de notre relation particulière qu'on a. Et quand on dit le mot américain aussi, on aurait dû dire états-unien, mais en même temps, ça signifie pour la plupart des gens vivre en Amérique du Nord, là. Y compris l'Amérique du Sud dans certains cas, mais c'est vraiment vivre en Amérique du Nord, y compris le Mexique. Donc, c'est un peu l'objectif de ce bouquin. Peut-être un mot rapidement sur l'anti-américanisme. Est-ce que, à la lumière là, des récents événements, est-ce que vous pensez que là, on est dans une phase où visiblement ça a repris le haut du pavé. Est-ce que vous pensez que c'est durable ou que c'est circonstanciel? Il faut faire une différence entre le président des États-Unis et les États-Unis. L'enquête que j'ai faite fin décembre, au début du mandat de M. Trump, les Québécois se définissent encore comme Nord-Américains. Ça bouge pas, ça, même si Trump est au pouvoir, on se définit encore comme des Nord-Américains. L'attitude par rapport à l'arrogance ou le protectionnisme américain, que ce soit M. Trump ou que ça a été le cas avec M. Bush ou autre, ça a été le fils surtout, là. Ça a toujours fait partie de nos débats là, avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est comment je vous dirais, c'est un melting pot, là, comme on le dit souvent. C'est une soupe avec beaucoup d'ingrédients et il faut apprécier ce qui est bien aux États-Unis de ce qui est moins bien et le racisme, les inégalités sociales, l'incapacité des gouvernements souvent à offrir, quel qu'il soit, des services aux citoyens de qualité, à tous les citoyens. Donc, tout ça, ça brasse un peu nos réactions. Oui, il y a eu une montée. C'est sûr qu'avec M. Trump, premier mandat ou même deuxième mandat, parfois, c'est pas tant de l'anti-américanisme qu'une critique sévère des États-Unis et de leur politique et les politiques du président américain. Il faut pas oublier qu'il y a 10% des Québécois qui ont des ancêtres qui vivent aux États-Unis. C'est beaucoup, là. C'est quand même un nombre important. Les Canadiens français qui ont déménagé, tout le monde dans sa famille a à peu près quelqu'un qui vit aux États-Unis ou une connaissance. On pose cette question-là. Avez-vous des amis américains? On est toujours à 10, 12, 15% de gens qui disent oui, on a des amis américains. Donc, il faut faire une distinction. C'est sûr que j'ai plein de collègues américains avec qui on discute actuellement des soubresauts du financement de la recherche, ce qui se passe dans les universités, les pressions indues du gouvernement. Évidemment, ça change rien sur nos relations personnelles, mais c'est sûr que ça pose un dilemme. Et je dirais qu'il y a même de l'anti-américanisme, même aux États-Unis, dans certains sens. Il y en a beaucoup qui sont évidemment contre la situation et l'attitude aussi de cette administration particulière. Là. Mais ça a toujours été... et ça fluctue, comme vous dites. Puis ça fluctue dans le temps. Je disais toujours en parallèle, après les événements du 11 septembre, quand les 2 tours sont tombés, tous les journaux au Canada puis au Québec, le titre, c'était
nous sommes Américains. En voulant dire, on est solidaire avec ce qui se passe. Aujourd'hui, il n'y a personne, avec Trump, dirait, nous sommes Américains. Il dirait, non, nous sommes solidaires avec ceux qui n'ont pas nécessairement la vision de M. Trump. Mais là, c'est une question d'optique et de choix. Mais ça fluctue. Puis dans tous les pays, il y a ou même en Europe, il y a des pays où ça va moins bien que d'autres, là, sans compter ce qui se passe en Russie. En tout cas, ça, il faut faire attention, je pense, en jugeant de notre relation. Je suis toujours prudent par rapport à l'anti-américanisme parce que, et encore une fois, il y a pas de société parfaite. Hein? Non. Il y en a des bonnes, chacun a ses défauts. Mais au Québec, on est quand même dans les bonnes. Loin d'être parfait. Il y a un concept que je trouvais intéressant dans le livre, et peut-être vous pourrez nous en dire davantage, c'était la politique de l'hésitation, là, comme quoi, en fait, le problème, puis là, je résume, là, le problème ne viendrait pas tant du fait de reconnaître notre américanité ou notre nord-américanité, mais de savoir qu'est-ce qu'on fait avec ça politiquement par la suite, dans le fond. Tout à fait. Et ça, je dois beaucoup à Yvan Lamonde là-dessus. Yvan avait réfléchi énormément. Il a écrit beaucoup de bouquins sur les patriotes. Notre valse hésitation, c'est notre difficulté à choisir. J'irais même plus loin, je dirais même que le Canada est une espèce de rempart. On le voit comme un rempart par rapport à notre culture. Je vous donne un exemple. On le voit très bien en disant, à cause de la position de M. Trump de dire le Canada va 51e État, les gens disent, peut-être qu'on serait mieux de rester dans le Canada. Le fédéral va nous protéger. La thèse du refuge canadien. Du refuge canadien, du refuge comme étant comme sans le Canada, on ne pourrait pas se développer. Ça fait partie, je trouve, des mythes là, qui existent là. Il y a différents niveaux là aussi. Là, j'ai fait une typologie des différents de ceux qui pensent qu'on peut faire nos choses, évidemment. Mais on sait qu'on aura toujours une relation particulière. Que ce soit le projet de M. Lévesque de souveraineté association qui est devenu souveraineté partenariat. Même avec les États-Unis, en 65, là, j'ai fait un texte récemment. Une des premières ententes durant le pacte de l'auto avec les États-Unis s'appelait le partenariat Canada-États-Unis. Donc, l'idée, c'était de mettre sur pied. On peut pas éliminer 200 ans d'histoire, mais on peut certainement raffiner et améliorer. Le Québec, dans nos enquêtes, en tout cas, les Québécois se disent plutôt insatisfaits des institutions fédérales en général. Un exemple sur l'immigration, les Québécois sont pas très, très entichés de la façon dont le gouvernement fédéral gère l'immigration. Et à l'opposé, les Québécois sont très accueillants. Dans nos sondages, c'est probablement les gens les plus... De toutes les provinces canadiennes, c'est ceux qui estiment que les gens venant de d'autres pays contribuent à améliorer notre culture. Ils apportent aussi à l'économie, mais il faut trouver des moyens de bien les intégrer. Oui, c'est ça. Donc, il y a toujours un dilemme entre ça. Donc, le gouvernement fédéral, c'est un peu la difficulté de dire actuellement, ben oui, avec M. Carney ou qui que ce soit, on va être mieux protégé. Il faut faire attention parce qu'on ne sera pas mieux protégé si on ne prend pas nos moyens, si on ne défend pas notre culture, notre langue. On ne peut pas laisser à d'autres ce qu'on a à faire. Et de ça, il faut l'assumer. Et c'est ça, la valse hésitation. Donc, Yvan Lamonde, c'est qu'on n'a jamais transmis je dirais en mots, mais on l'a mis en termes politiques, là. Mais on a toujours eu cette hésitation à dire, ben oui, on est capable d'assumer notre destin nord-américain et on est capable d'arriver à des politiques et on ne sera pas mangé par les États-Unis. Il y a des petits États aux États-Unis, nos relations avec des États. Il y a des États qui sont plus petits, évidemment, que le Québec. On pense au Vermont, à de nombreux États. Mais il faut développer de nouvelles relations. Mon argument aussi avec les collègues, c'était de dire, cessons de regarder juste Washington. Les gouverneurs ont un rôle fondamental aux États-Unis. Il faut comprendre le système politique. Il faut bâtir des liens de relations diplomatiques et autres avec des gens qui sont sympathiques, que ce soit les professeurs de français ou autres, là, pas juste sur le plan culturel, et sur le plan économique. Donc, il y a eu un virage, je dirais, avec le libre-échange.
Un bon exemple, M. Mulroney aussi, quand il a mis en... c'est pour ça qu'au Québec, on apprécie davantage M. Mulroney que le reste du Canada, c'est que M. Mulroney a dit on vit dans un contexte nord-américain, donc il faut établir des liens, et on a des éléments communs, autant que les États-Unis, avec le Canada aussi, et qu'il faut trouver... il faut trouver les moyens de tirer nos marrons du feu là, dans tout ça et d'y gagner et d'agir comme si on est comme un État. Donc, l'État québécois, les années 60, 70, 80, on y croyait beaucoup. Oui. Aujourd'hui, ça semble un peu mis à l'arrière-plan. Mais en même temps, c'est à nous de décider notre avenir. On peut pas laisser à d'autres, on peut pas laisser... Et le refuge canadien, c'est un peu ça. C'est un peu le mythe de penser, même que ce soit qui que ce soit à Ottawa, il faut qu'on ait notre propre politique face à un Trump, par exemple. Il faut qu'on développe. Il faut que notre premier ministre, que nos délégations du Québec à l'étranger jouent ce rôle aussi de chien de garde constamment et qu'on trouve des mécanismes. Et ça, c'est pour le bien-être de la population, nos entreprises, puis et même dans nos relations, je dirais, culturelles avec les États-Unis. Certains aussi, l'autre revers ou ça, c'est de dire restons tranquilles pour pas ameuter tout le monde. Moi, je suis pas de cette école-là. Je pense qu'il faut assumer nos responsabilités. Puis faire les démonstrations qui s'imposent pour dire on est capable d'agir comme n'importe quel autre pays qui se respecte. Bien, c'est un peu étonnant parce que dans le livre, justement, je pense, je me souviens plus c'est quel chapitre exactement, mais il y a un argument qui est fait à l'effet que les régions comme les Basques ou les Catalans sont habituellement davantage à faveur de l'Union européenne ou de quelque chose de plus grand qu'eux, finalement, puis que donc ça expliquerait que le soutien au libre-échange était plus grand au Québec parce que, dans le fond, c'est une façon de s'affirmer ou de s'autonomiser face à l'État central. Là. Donc, de prendre un peu peut-être ses distances face au Canada, dans notre cas. Là, la situation ne semble pas celle-ci à l'état actuel. Ouais. Puis pourtant, l'Alberta semble prendre un peu davantage cette posture-là. Là. C'est quoi votre lecture de... Ben, ce qui est intéressant dans les régions, ça, c'est d'autres travaux de mes collègues, ce qu'on a observé en regardant les régions. En Europe, les régions ont un rôle important. Mais les plus pro-européens, ceux qui ont eu la plus forte croissance économique dans les 2 dernières décennies, ce sont souvent des régions. Je pense à la Catalogne, par exemple. Oui, mais l'économie fait en sorte que les gens veulent s'affirmer. Et sur le plan politique, ils veulent s'affirmer aussi. Quel que soit le modèle qu'ils veulent choisir. C'est la même chose pour le Québec. Le Québec, ça a été ça aussi. Le libre-échange a été perçu comme un appui aussi à notre, je dirais, à nos valeurs nord-américaines, mais en même temps, une façon aussi de sortir de s'émanciper, mais de sortir d'une vieille trilogie, je dirais, Église fédérale, Québec. Il faut repenser nos modèles économiques. Le partenariat, par exemple, qui était proposé, qui était une union surtout économique, pas politique, mais surtout économique, avoir un libre-échange. C'est drôle parce que le libre-échange, tout le monde dit depuis M. Trump, c'était plus facile de faire du commerce avec les États-Unis que de le faire entre les provinces canadiennes. C'est vrai, c'est difficile, il y a des barrières. Donc, il faut repenser nos modèles économiques. Ce qui est assez unanime dans toutes les régions au Canada, c'est qu'il faut une réforme des institutions fédérales. C'est que le Canada, dans sa construction, son fédéralisme, est à revoir. Et je pense que les pressions viennent du Québec et de l'Alberta. L'Alberta aussi sent qu'elle est un peu lésée au cours des années. C'est pas nouveau. Il y a eu ce même mouvement-là dans les années 70 en Alberta. Ce qui a amené le mécontentement des partis comme le Reform et autres, mais sans aller. Même Terre-Neuve, un parti souverainiste, en disant peut-être que nous, on a joint le Canada en 49, peut-être ça n'a peut-être pas été une bonne chose. Donc, il faut toujours remettre sur la table un peu nos acquis, mais aussi voir comment améliorer. Donc, je pense que tout le monde veut une amélioration pour que le fédéralisme fonctionne mieux au Canada. Mais il y a eu des crises aussi. Je reviens à votre point de départ sur les régions. Il y a eu en Europe aussi, dans les années 80-90, une crise des fédéralismes. Tout le monde a revu ces modèles. L'autre élément aussi important, la chute du mur de Berlin a remis en question
Certains pays qui faisaient partie de l'Union soviétique sont redevenus des pays indépendants. Et ça a aussi brassé les cartes. Donc l'Union européenne, avec son union de régions, là, c'est quand même un pouvoir politique important. Donc, je pense aux agriculteurs dans des secteurs agricoles. Le Canada, c'est un peu la même chose. La gestion de l'offre, par exemple, dont on parle beaucoup, qu'on a parlé dans la grande campagne, c'est fondamental. Ça peut pas, on peut pas, ça fait, évidemment, tous nos producteurs de lait au Québec, c'est une menace s'il y a du dumping ou s'il y a une entrée de produits américains qui suivent pas les mêmes règles, si on n'a pas la même de réglementation pour limiter la croissance de certains secteurs ou autres, mais en même temps assurer à tout le monde un revenu minimal. Je pense que c'est ça toujours le débat. Et le secteur agricole, ça a toujours été un secteur, autant en Europe qu'en Amérique du Nord, un secteur plus difficile. Et c'est vrai aussi pour les producteurs américains, là, ils s'aperçoivent qu'avec les politiques de M. Trump, ça nuit aux agriculteurs américains, contrairement à ce que M. Trump dit. Là, on le voit dans plusieurs régions. Là. Donc, il faut toujours être prudent dans ces choses-là. Et donc oui, il faut repenser un peu nos relations et puis trouver des meilleurs mécanismes pour résoudre les conflits. Mais il faut établir ça sur des principes solides, des principes de coopération, que j'appelle du partenariat bénéfique. Et c'est comme ça qu'on va se développer au Québec. Mais il faut penser à nos intérêts aussi d'abord. Et je pense que c'est ça qui est important. Et le projet politique, il y a eu plusieurs... On parle des pays scandinaves, mais le modèle nordique était un modèle que les gens voulaient avoir, c'est avoir 5 pays. Et ça a même été proposé lors des négociations constitutionnelles début des années 80 par le premier ministre de la Colombie-Britannique, M. Bennett, à l'époque, que le Canada ait de facto 5 régions et que peut-être qu'on devrait restructurer le Canada d'une autre façon. Mais c'est pas des discussions qu'on a souvent sur les réformes du fédéralisme. On parle plus souvent mais il y a eu 2 réformes qui avaient été proposées, Meach et Charlottetown, qui ont été des échecs aussi. Donc, les fédéralistes ont aussi des échecs sur le plan de leur vision du Canada. Donc, et la réponse de l'Alberta ou du Québec, c'est de dire, nous, on peut continuer d'être des partenaires, mais on est prêt à prendre notre propre chemin et suivre notre propre route. On l'oublie peut-être parfois, mais l'annexion, c'est pas Trump qui l'a inventé comme concept. Là. Il y en est question dans ce livre, puis ça date de bien avant. Ouais. Mais là, vous parliez de l'Union européenne, qui est un projet qui s'est construit sur 70 ans ou à peu près. Est-ce que vous voyez une forme d'union continentale en Amérique du Nord poindre à l'horizon? Peut-être pas sous la forme d'un 51e État, évidemment, mais... Non. Ce que j'ai toujours eu en tête par rapport en comparant au modèle européen, est-ce qu'on a... il n'y aura pas d'annexion, là, ni du Canada, ni du Québec. C'est pas dans l'air du temps. Mais est-ce qu'on aurait des institutions continentales, européennes, transnationales? Cette idée-là n'est pas nouvelle. Je cite souvent Joe Clark qui avait dit à un moment donné, pourquoi avoir un ministère de la Santé au Canada? Pourquoi ne pas avoir un ministère de la Santé nord-américain? Parce que ça touche tout le monde. Évidemment, on veut pas le système américain qui est le système le plus dispendieux dans le monde et qui offre pas nécessairement des services à tout. On l'a vu le débat avec Medicare aux États-Unis, la difficulté, M. Obama avec ça, c'est pas ça qu'on veut. Mais il y a des institutions communes qu'on peut avoir. Le libre-échange c'est un modèle. Le pacte de l'auto dont on parle beaucoup, c'est une entente nord-américaine, qui est bénéfique pour le Québec et pour les constructeurs automobiles américains aussi, ce que M. Trump n'a pas compris, mais tout de suite au début, dans les années 30, c'était aussi des institutions. Il y a aussi les institutions de sécurité nationale. Qu'on parle du NORAD, ou l'OTAN en Europe, il y a une espèce de pacte implicite sur une collaboration étroite. Les entreprises sont des 2 côtés de la frontière. On l'oublie souvent. Elles sont internationales et un peu partout. L'autre raison qui est importante dans cette dynamique-là, c'est qu'il y a une chose qui a changé, c'est la mondialisation.
La mondialisation du commerce a fait en sorte qu'on peut s'échanger des produits, qu'on peut commercer, qu'on peut trouver des mécanismes. Et les compagnies se disent, on n'est même plus, on est rendus des multinationales, comme on disait à l'époque, mais leurs activités sont un peu partout dans le monde. Mm-hmm. Le grand souhait de tout le monde, c'est que la mondialisation puisse permettre au moins une diminution des écarts entre pays riches, pays pauvres, parce que on se dit toujours, bon, l'Afrique, faudrait bien qu'elle s'en sorte un jour, là, mais on peut, donc, il faut trouver des façons sur le plan international. La difficulté, c'est que les institutions internationales comme l'ONU ont de la difficulté à gérer l'ensemble, et ça a été l'effet de la mondialisation. Mais en même temps, en Amérique du Nord, on a déjà des partenariats. On a déjà des ententes avec les États américains et autres. Un exemple, je vais vous donner, 74, on en parle. Mm-hmm. Ma collègue a travaillé sur ce qu'on appelle la réunion des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada. Mm-hmm. C'est une structure nord-américaine, 13 États plus les 5, qui se réunissent une fois par année et disent, ben voici, on a des enjeux. L'environnement, le transport en commun, l'énergie, la santé ou même l'éducation, des ententes entre États et le Québec ou d'autres régions. Donc, quand vous assistez à ces rencontres-là, moi, je vais assez régulièrement. J'aime toujours parce que là, vous voyez les gouverneurs de chaque État avec les premiers ministres des provinces discuter d'enjeux régionaux, dans le fond, qui étaient dans tout ce qui est Nouvelle-Angleterre. Et de ce côté-là, on a des cultures, des valeurs assez semblables. Mm-hmm. On l'oublie souvent, là, au-delà de la langue, on partage vraiment un territoire. On était les premiers arrivés sur le continent nord-américain. Les Autochtones étaient évidemment déjà là, mais en même temps, on a des objectifs communs. Et c'est ça. Un exemple dans les années 70, c'est encore 80 qui est encore d'actualité, ce qu'on appelait les pluies acides et autres. Ben, le gouverneur, qui était Mike Dukakis, qui était un bon ami finalement de M. Lévesque, a fait en sorte qu'il y a eu des partenariats, des ententes. Donc, il faut trouver... on vit en Amérique du Nord. Oui. Donc, il faut trouver des mécanismes. Et oui, peut-être qu'à long terme, est-ce qu'on aura une structure... comme l'Europe ou le Parlement européen, nord-américain, avec des représentants. On l'a un peu, je dirais, dans des organismes comme l'OEA, l'Organisation des États américains. Ça existe. Donc, ces organismes-là, tout le monde se rencontre. Donc, nous, au Québec, il faut cogner à ces portes-là. Il faut être là. Mm-hmm. Il faut jamais refuser, quand on nous offre un siège, d'aller s'asseoir et d'aller discuter avec eux. Sinon, pour faire connaître notre point de vue, nos intérêts, que ce soit la gestion de l'offre, que ce soit les politiques environnementales. On a beaucoup d'ententes possibles avec d'autres parts. Mais évidemment, d'avoir un forum où on peut discuter. Donc, la conférence des gouverneurs de l'Angleterre et des premiers ministres du Canada, c'est un forum qui nous permet, en tout cas, qui nous a permis, en tout cas, depuis, que je dirais, 50 ans, au moins, d'essayer de trouver, de dire, ben, on existe, puis on peut faire des alliances et on peut faire des coalitions et qui vont être fortes sur Washington. Et c'était encore le cas même avec M. Trump, là. Il y a des États, évidemment, qui disent, ouais, ben, l'environnement, c'est important pour nous, ben, on va faire un partenariat avec d'autres gouvernements régionaux ou autres en Amérique du Nord. Mm-hmm. Peut-être un petit détour, là, si le temps nous le permet. Donc, peut-être, j'aimerais que nous explorions, dans le fond, la question à savoir si nous vivons une crise des valeurs ou une tentative de refondation là, collective. Je pense, entre autres, peut-être à une fracture intergénérationnelle ou... effectivement, la question de l'immigration. Bref, j'aimerais vous entendre sur aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce qu'on traverse... Ouais. Moi, je suis toujours du côté plutôt, je dirais, optimiste et réaliste. C'est pas la première fois qu'on entend ça régulièrement. C'est pas une question pour moi de génération. Okay. C'est une question de situation économique qui était un facteur lourd aussi qui joue dans les années 90.
ça a été les meilleures années de croissance économique. Suite au libre-échange, les 5 premières années du libre-échange, ça a été... Les gens critiquaient beaucoup. Les gens disaient, il n'y a pas de résultat. Mais la 5e année, un grand projet comme ça l'a décollé. Il y Et avait là, un tout optimisme. le monde... Puis là, ça a été... les échanges commerciaux. Le Québec, qui avait souvent les taux de chômage les plus élevés, maintenant les plus faibles au Canada, on se comparait toujours à l'Ontario. Donc, il y a eu un changement de paradigme avec cette entente-là qui a fait en sorte, qui a enrichi les Québécois. Donc, oui, il y aura toujours, je dirais pas, pour moi, c'est pas une question... Est-ce qu'il y a une crise identitaire? Je pense pas qu'il y ait de crise identitaire. Les Québécois se sentent encore, dans nos enquêtes, très québécois avant d'être canadiens. On prend un indice qui s'appelle « Sentez-vous davantage québécois que canadien ?» Ça domine encore dans les sondages. Ça n'a presque pas bougé depuis des années. Donc, l'identité nationale reste forte. Les valeurs sociales, évidemment, quand il y a des... Je pense, on parle d'immigration, mais évidemment, l'immigration, ça bouleverse un peu, ça nous change. Mais c'est pas les premières vagues d'immigration qu'on a eues, on a eu dans notre histoire. Peut-être qu'on a été plus en mesure d'apprécier je pense les premières communautés italiennes qui sont arrivées après la Deuxième Guerre mondiale, que ce soit après les Vietnamiens, les Chiliens. Je pensais après Pinochet au Chili. On était, et je dirais même, l'événement marquant des années 60, c'est Terre des Hommes. En 67, le maire de Montréal invite le monde à venir ici. On s'est ouvert au monde. Le Québec a toujours été ouvert au monde. Je pense à la communauté grecque aussi, parce que le ministre de l'Immigration était Gérald Godin à l'époque, avait appris le grec. Quand il est décédé, même en Grèce, on a mis le drapeau grec en berne. C'est des gens qui ont toujours... Le Québec a toujours été ouvert à l'immigration. C'est notre capacité d'intégrer. Je pense qu'il y a eu des retards au début des années 2000. Les gouvernements ont coupé sur les programmes d'intégration. La construction aussi, peut-être, là. Les logements. Les logements, l'habitation, c'est d'autres. Mais tout ça fait en sorte qu'il faut... je pense que l'immigration... La question, est-ce qu'il y a une crise des valeurs? Est-ce que ce qui dans l'esprit de plusieurs, c'est quand le ministre de Drainville a décidé de faire sa charte des valeurs. Je trouvais ça un peu... On peut pas faire une charte... il n'y a pas de valeurs... Il y a des valeurs universelles. L'égalité homme-femme, bien sûr. Et là, ça aurait dû être une charte sur la laïcité, là, au point de départ. Les institutions doivent être laïques. Et ça, je pense que c'est un principe que tout le monde est d'accord. La laïcité de l'État, c'est important. Ça sert... Les gens peuvent avoir la religion qu'ils veulent, mais quand ils ont une relation avec l'État, ça compte plus, là. Il faut que ce soit de façon... l'État est là pour servir l'ensemble des citoyens. Et ça, c'est un exemple, là. Mais les autres valeurs, égalité homme-femme, ça aussi, c'est un principe. Je pense que, il y a toujours... puis là, faut pas stigmatiser certains groupes ou autres. Je suis pas de cette école-là. Moi, je suis plutôt qu'il faut trouver ce qui réunit tout le monde. Mais c'est sûr que c'est une valeur forte. C'est l'égalité, mais c'est une valeur forte. L'éducation aussi fait partie de nos valeurs. Je trouve qu'on n'investit pas autant en éducation qu'on devrait faire plus d'efforts. L'éducation, c'est fondamental. Pour moi, l'éducation, c'est la liberté économique aussi à long terme. En tout cas, les pays qui sont les plus innovateurs sont souvent ceux qui sont les plus éduqués. Donc, il faut faire des efforts. On a quand même un réseau d'éducation assez exceptionnel au Québec. On a des universités de calibre mondial. Je pense qu'on a des programmes extraordinaires. Donc, il faut juste... il faut continuer de trouver... la crise des valeurs, je pense qu'elle se... Et encore une fois, pour moi, elle est liée aux crises économiques. C'est quand on n'est plus capable d'offrir des services aux gens. Je pense en santé, par exemple. Avoir un médecin de famille, c'est un principe. Le droit au logement que vous mentionnez, pour moi, ça a toujours été un principe fondamental. Et on a travaillé fort là-dessus avec début des années 80, je travaillais pour le ministre Tardif de l'Habitation, des programmes de rénovation, de corvée habitation. On a besoin de ces programmes-là. Puis il faut faire rêver les gens aussi en même temps. Un peu, il faut qu'il y ait de l'espoir. En même temps, je comprends qu'il y a... parce que je fais encore le lien là, entre des valeurs, des attitudes et des comportements.
il faut que nos décideurs soient en mesure de redonner confiance aux gens dans nos institutions. Oui. Les institutions sont là. J'ai un grand respect pour la fonction publique. Par exemple, on a un peu discrédité leur travail au fil des années, mais l'État a un rôle à jouer. L'État du Québec s'effondre. C'est une structure. Le rêve de la Révolution tranquille, ça a été ça aussi du gouvernement Lévesque, le Sage. Ça a été de faire en sorte que l'État ait ce rôle de permettre d'éliminer les inégalités, d'offrir des opportunités à tout le monde égales. Et ça fait partie pour moi du rêve québécois, là, de faire en sorte qu'on puisse avoir une société où il fait bon vivre, puis une société qui est exemplaire avec tout le monde. Et je pense que c'est un défi quotidien. Et s'il y a une valeur, en tout cas les valeurs de liberté, d'égalité, ça reste des valeurs fondamentales pour tout le monde. Et quels que soient les citoyens à qui on s'adresse, ça fait partie de nos valeurs. Mais j'espère qu'au fil des années, en tout cas des prochaines années, qu'il y a aussi un vent d'optimisme aussi. Ouais. Vous ne pouvez pas toujours être négatif par rapport à ce qu'on fait ou ce que l'État fait. Je pense qu'il y a des moyens de se doter de bons outils pour être capable d'avancer dans le temps. J'ai comme envie de boucler la boucle, en revenant à cette carte, parce que dans le fond, on parle un peu du modèle québécois puis des limites qu'on entrevoit là, un petit peu, puis de la perte de confiance. Est-ce que vous entrevoyez qu'on pourrait faire, à l'image des pays scandinaves, peut-être une remise, ça fait les manchettes un petit peu, mais peut-être une remise en question ou un dépoussiérage de notre modèle québécois pour l'amener ailleurs, peut-être, puis que ça soit peut-être plus efficace, mais tout en gardant les mêmes idéaux. Là. Tout à fait. Je pense qu'il y a une mise à niveau qu'il faut faire. Il faut constamment remettre sur le métier ce qu'on a fait, puis repenser, puis le mettre à jour. Je pense que c'est sûr qu'il y a des choses qui ont changé. On sous-estime l'impact des technologies. Là. Oui. Internet a changé le monde. Là. Oui, puis les relations personnelles entre les gens. Oui. Puis de le faire en français aussi. Un autre exemple que j'aime donner, c'est, on parle des médias, là, mais je regarde souvent France 24. France 24 ont 280 correspondants dans le monde. Quand on écoute la télévision France 24, on se dit, il y a quelqu'un qui est au Japon, qui est en Corée, qui nous donne l'heure juste. Quand Radio-Canada a à peine 20 correspondants, qui doit refléter notre culture, mais en même temps, il faut voir ce qui se passe dans les autres pays. Et c'est un peu ça, ce reflet-là, il faut se regarder dans le miroir, mais il faut regarder ce qui se passe ailleurs pour trouver des modèles qui sont emballants, inspirants, et qu'on puisse mettre à jour notre fonction publique, nos institutions, etc. Relaver la même vieille paire de bas, ça a fini par s'user. Il faut commencer à penser, parfois à changer de vêtements et de bas pour qu'on puisse avancer dans le temps. On va conclure sur ces paroles inspirantes, mais oui, lavons notre linge sale ou enfin réinventons-nous. Merci beaucoup, M. Lachapelle, ça a été très intéressant et je suis certaine que le public va apprécier. Merci beaucoup. Au revoir.